Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. La bonne santé des apprenants en cette année scolaire passe également par l'hygiène alimentaire. Vous suivrez à ce propos les conseils du pédiatre Marcos Dousso. Les cas d'accidents s'enregistrent chaque semaine sur nos axes routiers, une situation due généralement à l'excès de vitesse. On en parle dans ce journal. Et puis en Allemagne, les négociations se poursuivent pour la mise en place de la future coalition. Bienvenue à toutes et à tous. L'État béninois a installé des cantines scolaires dans la majorité des établissements pour faciliter la restauration des apprenants, que ce soit dans les écoles à cantine ou non. La cuisson et le service des repas sont assurés à grande majorité par des bonnes dames. Cependant, l'hygiène qui entoure ces repas offerts aux enfants laisse pas moment à désirer. Eh bien, quel doit être le rôle des responsables d'établissement dans la préservation de la santé des apprenants? Le médecin pédiatre Marcos Dousso nous répond ici au micro de Juste-Aimé Desfaudiers. Par rapport aux enseignants et par rapport aux responsables d'établissement, au niveau de l'alimentation, il y a les allergies. Nous constatons que quand les enfants commencent l'école, on observe beaucoup plus de cas d'allergie, on observe des cas d'infection digestive. Donc, il faut veiller à ce que l'hygiène alimentaire soit de règle dans les écoles, dans les établissements. Tout au moins, il faut essayer. C'est vrai, il n'y a pas l'hygiène à 100%. Donc, déjà, les vendeuses, les bonnes dames qui vendent à manger ou bien tout le personnel qui s'occupe de l'alimentation des enfants, il faut qu'ils fassent les visites médicales pour qu'on s'assure qu'eux-mêmes ne sont pas porteurs de maladies. Il faut, si possible, les recycler par rapport à l'hygiène et il faut un contrôle pour voir les types d'aliments qu'on présente, est-ce que c'est bien cuit et tout le reste pour que les parents vraiment ne soient pas des victimes. Ensuite, il y a les allergies alimentaires. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants qui font des allergies, que ce soit à l'œuf, à l'ananas, à l'arachide par exemple. Donc dans les menus qui sont proposés aux enfants, notamment dans les cantines, il faut qu'il y ait des alternatives pour que si un enfant fasse des allergies et que les parents ont eu le temps de signaler, qu'on puisse en tenir compte pour aider à ce que les enfants tombent moins malades. Difficile de circuler sur le tronçon Carrefour Haïti-Carrefour Satellite par ces temps de pluie. L'inondation rend impraticable cette voie. La situation, elle va de mal en pire. Pour vous en convaincre, suivez ce reportage de Clémence Tounoukoy. Circuler sur le tronçon Carrefour Haïti, Carrefour Satellite en passant devant Fessécam dans la commune d'Abomey-Calavi est un parcours du combattant. L'état de dégradation de la voie, doublé de l'inondation, est à l'origine du calvaire que vivent riverains et usagers. Depuis quelques années, la voie n'est praticable que par saison. Les citoyens rencontrés crient leur ras-le-bol. Donc si la pluie tombe là, la voie, tout est inondé d'eau. Il n'y a pas la voie là où même que les gens vont passer. L'eau jusqu'aux genoux. Si la pluie tombe, tout est inondé. Devant, derrière, là, nous, on est dans l'eau. Depuis PCCAM, là, nous, on est dans le descent. Et là-bas, PCCAM, c'est le montagne. Depuis PCCAM, là, si la pluie tombe là, l'eau, tout qui tombe, ça revient ici vers Carrefour, quoi. La voie n'est pas du tout praticable. On voudrait la clémence des autorités pour pouvoir régler un temps soit peu ça. Sinon, pour prendre cette voie-là, c'est compliqué. Vous voyez un peu devant, là, vous voyez, il y a les usagers ont du mal à circuler. Hein. Les motos se gâtent régulièrement et tout ça, là. Vraiment, ils n'ont qu'à essayer de trouver une solution pour ça. Sinon, ça ne va pas. Je pratique la voie, là, maintenant 2 ans comme ça. Donc, ça date de peu longtemps. Nous vivons d'énormes difficultés en saison de pluie. Nous ne vendons plus rien. Les garagistes qui étaient ici ont dû partir. Motos, tricycles et voitures s'enlisent au quotidien. Nous sommes inondés. J'ai acheté des oranges et des ananas pour près de 200 000 et le lendemain, l'eau nous a envahis et toutes les marchandises sont gâtées. Nous qui avons loué ici sommes dans l'obligation de quitter. La voie est dans cet état il y a très longtemps.
Ils ont promis la réparer, mais rien. Ils appellent l'État au secours afin qu'une solution soit trouvée pour soulager leur peine. Vraiment, demander aux autorités de trouver une solution pour ça. Sinon, assez d'accidents sur la voie compte tenu de la dégradation du sol et tout ça. L'État n'a qu'à faire tout possible pour faire au secours pour nous réparer la voie là. Vraiment, on souffre avec inondation d'eau. Nous prions les autorités de venir nous réparer la voie pour qu'on ait la paix. Le pavage et l'assainissement de ce tronçon, prévu pour démarrer en février 2016 sous l'ancien maire Georges Bada, vont finalement être pris en compte dans la phase 2 du projet asphaltage. Et dans le même registre, les cas d'accidents se multiplient ces dernières semaines sur nos axes routiers. Le week-end écoulé à Abomey-Calavi, précisément au carrefour Pota, un accident de circulation a causé la mort d'un militaire. Aujourd'hui, 2 personnes ont également succombé à un accident à Bidoucessi. Des cas d'accidents qui sont liés en majorité à l'excès de vitesse pratiqué par les usagers de la voie. Une réalité que dénoncent les usagers du tronçon Calavi Pota Kokokodji dans ce reportage de Justin Defodji. Damas Kakbo, enseignant de carrière comme de coutume, rentrait chez lui après le boulot aux environs de 18h quand un taxi-moto roulant à vive allure est entré en collision avec lui au niveau du carrefour à Itchédji. En tournant, il y a un semi-zaman qui roulait sans contrôle. Il est venu me coller, me casser mes plastiques et puis même mon phare. Un cas d'accident parmi la pléthore enregistré au quotidien sur ce tronçon Calavi Pota Kokokodji qui bénéficie encore des travaux de finition. Triste réalité qui a pour origine l'excès de vitesse pratiqué par les usagers. Il y a tellement d'excès de vitesse tous les jours et toutes les heures. Et ça crée même des accidents. Et il y a des morts. Dans la soirée où il y a de l'embouteillage, où les gens devaient normalement conduire avec l'intelligence et aller avec la bonne vitesse, certains filent parce qu'ils sont très pressés pour rentrer chez eux à domicile. Confrontés aux conséquences de l'excès de vitesse, les riverains de ce tronçon Calavi Pota Kokokodji invitent à une prise de conscience. C'est vrai, les routes sont bonnes, il faut circuler sans souci, mais il faudra qu'on maîtrise la vitesse. Lorsqu'il y a excès de vitesse, ça nous conduit toujours à des accidents. Mais il faut que la population aussi prenne conscience et de rouler doucement. Excès de vitesse n'est pas une bonne éducation. Les usagers de rouler doucement, il faut qu'ils roulent dans les normes. La prudence est mère de sûreté et rien ne vaut la vie humaine. Les automobilistes et motocyclistes doivent donc respecter le code de la route en évitant l'excès de vitesse qui reste une infraction punie par la loi en République du Bénin. L'actualité hors de nos frontières à présent, les relations entre l'Algérie et la France se dégradent davantage au lendemain de la publication des propos d'Emmanuel Macron sur les relations bilatérales. L'État algérien a décidé d'empêcher le survol de son pays par l'armée française pour rejoindre ou quitter la bande sahélo-saharienne après avoir rappelé immédiatement pour consultation son ambassadeur à Paris. Une tension entre les deux pays qui s'accentue à quelques mois de la commémoration des 60 ans de la fin de la guerre d'Algérie. Retour sur les points de discorde avec nos confrères de RT France. Une décision forte en guise de riposte. Ce dimanche, Alger a annoncé la fermeture de son espace aérien aux avions militaires français. Un choix qui fait suite à des propos tenus par Emmanuel Macron concernant le système politique algérien et jugé inacceptable de l'autre côté de la Méditerranée. À la suite des propos non démentis que plusieurs sources françaises ont attribués nommément au président de la République française, l'Algérie exprime son rejet catégorique de l'ingérence inadmissible dans ses affaires intérieures que constituent les dits propos. Pourtant, Emmanuel Macron semblait déterminé à faire table rase du passif compliqué avec l'Algérie. En 2017, le candidat à l'élection présidentielle qualifiait l'occupation française en Algérie de crime contre l'humanité. Des termes inédits, jamais énoncés auparavant par un chef d'État français. Au cours de son mandat, le président de la République s'est efforcé de réconcilier les mémoires, processus indispensable pour l'avenir des relations franco-algériennes d'après lui.
En septembre 2018, Emmanuel Macron s'est rendu au domicile de la veuve de Maurice Audin, mathématicien communiste et militant anticolonialiste, enlevé, torturé et assassiné par l'armée française en 1957. Il a demandé pardon. Elle lui a dit je vous dis merci. Il a répondu c'est plutôt à moi de vous demander pardon. Une manière de dire que la France, avec cet acte de la République, qui reconnaît sans ambiguïté la place de la torture à des fins politiques menées par l'État français, est d'une certaine manière en train de créer les conditions, sans jeter de vinaigre sur les plaies de l'histoire, de se réconcilier avec sa propre histoire et de se réconcilier donc avec l'Algérie. En juillet 2020, l'opération Rédemption continue. Le chef de l'État restitue les crânes de 24 résistants algériens décapités par l'occupant français au XIXe siècle. Dans la foulée, la France et l'Algérie se mettent d'accord pour entamer un travail de mémoire. Pour ce faire, des historiens et des chercheurs se voient confier la rédaction du rapport Stora. L'objectif ? Mettre en place une série d'actes symboliques censés amener à la réconciliation, à l'image de la reconnaissance, quelques mois plus tard, de la responsabilité de l'armée française dans la torture et l'assassinat de l'avocat algérien Ali Boumedjel. Ce que j'espère, c'est que ce rapport, il y a deux choses. La première chose, c'est l'état d'esprit général du rapport, c'est-à-dire le fait que les circulations de mémoire existent réellement, c'est-à-dire que les gens peuvent se comprendre les uns par rapport aux autres, que les Français comprennent, disons, ce qu'a été le vécu algérien et que les Algériens aussi rentrent aussi dans ce qu'a été l'histoire française de la guerre d'Algérie, bien sûr. Quelques gestes inédits, rapidement balayés d'un revers de la main par le gouvernement algérien. Celui-ci reproche notamment au rapport Stora d'avoir mis sur un même pied d'égalité la victime et le bourreau à propos de la colonisation en Algérie, longue de 132 ans. À cela s'ajoute la déclaration polémique d'Emmanuel Macron qui a remis en question l'existence d'une nation algérienne avant l'occupation française. Une sortie ternissant un peu plus encore les relations entre ces deux pays, à quelques mois des commémorations du 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie. En Allemagne, après les élections fédérales, place aux négociations pour mettre en place la future coalition et désigner le successeur d'Angela Merkel en 2017. Ces tractations ont duré plus de 6 mois et ont provoqué une paralysie de l'Union européenne. Alors que les tractations entre les différents leaders des partis allemands ont commencé ce dimanche, Angela Merkel ne s'est pas privée de leur rappeler l'essentiel, former rapidement une coalition pour éviter une paralysie du gouvernement. Bien sûr, il faut continuer à façonner notre pays. On peut se disputer sur la manière précise de le faire à l'avenir, mais nous savons que la solution nous appartient, qu'il faut nous écouter les uns les autres et dialoguer. Nous avons des différences, mais aussi des choses en commun. Mais la tâche pourrait s'avérer plus compliquée que prévu. Les sociodémocrates, arrivés en tête aux législatives, visent une alliance tricolore avec les Verts et les libéraux, du jamais vu à l'échelle fédérale depuis 1950. Malgré tout, de l'aveu du leader du SPD, qui a rencontré tour à tour les écologistes et les libéraux, les premières discussions avancent bien. Je peux vous dire que ce furent des discussions très constructives, très factuelles. Nous sommes conscients que, comme cela nous est apparu clairement, des défis majeurs attendent notre pays. Après 16 ans d'Angela Merkel, il y a un grand besoin de changement. Beaucoup de choses demandent des progrès, comme le changement climatique, la digitalisation, la modernisation de l'État et cette question sur la façon dont l'Allemagne peut jouer un rôle plus fort dans la politique mondiale et européenne. Voilà les sujets que nous avons abordés en globalité. Les discussions vont bon train, mais une ombre plane sur le tableau idyllique d'un retour du SPD aux commandes. L'alliance CDU-CSU, le camp conservateur d'Angela Merkel, arrivée deuxième aux législatives, est elle aussi en train de courtiser les libéraux. Les représentants de la droite ont rencontré le leader libéral dans l'espoir de mettre en échec les plans de leurs rivaux sociaux-démocrates. Ce fut une bonne soirée, un bon démarrage qui donne envie d'aller plus loin. Il faut noter que nous avons mûrement réfléchi ensemble ici, dans un bon état d'esprit. Et peut-être que la conclusion la plus importante à laquelle sont déjà parvenus mes collègues est que nous sommes très proches sur des points clés substantiels. Deux camps tenteraient donc de former chacun des alliances dans la course à la coalition et à la chancellerie, aux grandes dames d'une Angela Merkel, désireuse de voir son successeur rapidement désigné. Après les élections législatives précédentes de 2017, il avait fallu attendre plusieurs mois
avant que n'émerge une coalition. Plusieurs pays du monde rencontrent actuellement des difficultés pour s'approvisionner en carburant. Dans le sillage de la pandémie, toutes les chaînes de production mondiale sont touchées par la crise, une situation qui fait craindre l'arrivée d'une nouvelle récession économique. Les nuages s'accumulent au-dessus de l'économie mondiale. La reprise économique liée à l'amélioration de la situation sanitaire en Occident met sous forte tension les chaînes de production qui peinent à retrouver les rythmes pré-Covid. Secteurs les plus touchés, l'énergie et les transports. Au Royaume-Uni, les files d'attente pour accéder aux stations-service ne cessent de s'allonger. Un quart des pompes du pays ne délivrent plus d'essence. Celle près de chez moi vient d'ouvrir ce matin, mais la file d'attente est de plus de 2 heures. Je ne fais pas partie de ceux qui font le plein. J'essaie juste de faire le maximum et d'être prête pour la semaine prochaine. En une demi-heure, je suis passé par 10 ou 12 stations et c'est la seule. Une pénurie qui ne touche pas tant l'approvisionnement en carburant que le transport de celui-ci. Outre le manque de main-d'œuvre dans le cas britannique, la forte demande en combustible impacte le transport des marchandises, notamment maritimes. Sur le continent européen, les prix du gaz ne cessent de flamber. Là encore, le redémarrage des économies met les pays producteurs sous tension, notamment la Russie et la Norvège. Conséquence, une explosion des prix du gaz, voire de l'électricité, qui oblige les gouvernements à atténuer la facture. De son côté, la Chine observe en septembre une contraction de son activité manufacturière pour la première fois depuis le début de l'année. Les coupures de courant se multiplient dans le pays et affectent les chaînes d'approvisionnement qui se répercutent dans le reste du monde. En raison des coupures de courant, de nombreux fournisseurs ont souffert de leur capacité de planification et de livraison. En fait, toutes les livraisons prévues ont dû être modifiées. Un problème lié à l'utilisation du charbon, dont le pays est très dépendant et dont les autorités souhaitent rationner l'utilisation. Enfin, l'épidémie de Covid continue de frapper durement une partie de l'Asie du Sud-Est, et notamment le Vietnam, grand fournisseur de l'industrie textile. Un ensemble de facteurs qui fait craindre à certains experts économiques un ralentissement de la croissance, voire, pour les plus pessimistes d'entre eux, une récession. Et parlons toujours de la crise sanitaire en Nouvelle-Zélande. Le gouvernement envisage de revoir sa stratégie dite du zéro Covid. La première ministre reconnaît que cette politique n'a pas permis de stopper la propagation du coronavirus. De nouvelles annonces sont à venir. D'autres pays l'ont fait depuis longtemps. Après une succession de plusieurs confinements stricts dans l'archipel, le gouvernement a reconnu ce lundi ne pas pouvoir se débarrasser définitivement du Covid-19. Mais comme vous pouvez le constater, face à ce rebond épidémique et aux variants Delta, le retour à 0 cas de Covid est incroyablement difficile à atteindre et nos restrictions ne suffisent pas à elles seules pour l'atteindre rapidement. Face à ce rebond épidémique, il est clair que les longues périodes de restrictions strictes que nous avons imposées ne nous ont pas permis d'obtenir 0 nouveau cas. Depuis le début de la pandémie, le pays a adopté une approche de tolérance zéro à l'égard du virus. Un seul cas positif suffisait pour que le pays de 5 millions d'habitants soit confiné. Et cette stratégie s'est avérée payante. Seulement 27 décès liés au virus ont été recensés dans l'archipel. Mais l'apparition du variant Delta a changé la donne. En plus d'un taux d'incidence plus élevé avec ce variant, la campagne de vaccination tourne au ralenti. Moins de la moitié de la population a complété son schéma vaccinal. Pour faire face à ce rebond de l'épidémie, la Nouvelle-Zélande annonce des mesures de restriction aux frontières. Tous les passagers de plus de 17 ans venant en avion sont désormais soumis à une obligation vaccinale pour accéder au territoire. La chef de l'opposition, Judith Collins, critique ces décisions. Selon elle, il ne s'agit que d'une vague liste d'intentions et non d'une stratégie cohérente pour remplacer celle du zéro Covid. D'autres annonces sont attendues notamment pour Auckland, confiné depuis 7 semaines après qu'une personne ait été testée positive au Covid-19. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette session de l'information. Merci pour l'attention. À demain.